présenter quelqu'un de spécial. Alors, nous avons quelqu'un sur la... n'est pas encore une conseillère indépendante. C'est une future partenaire France et qui est branchée en direct. Donc, elle a pris la peine de se lever, parce que c'est la nuit maintenant en France, sur l'appel avec nous. Alors, pour la première fois, qui est animée par Jean-François Lépine. J'ai eu un coup de cœur immédiat pour cette femme-là, immédiatement inspirée. Contacter la télévision, mais j'ai réussi à la contacter pour venir parler à mes élèves. Je vais vous présenter Mme Roxana Robin, qui est la fondatrice de l'Aide internationale pour l'enfance, l'AIPE. Alors, vous savez que j'en ai déjà parlé, que j'ai découvert que j'étais une entrepreneur lors d'un projet scolaire de magasin équitable avec mes élèves. Donc, pour une histoire courte, nous vendions du chocolat équitable, du café équitable pour se sensibiliser à la situation des producteurs du tiers-monde, aussi pour sensibiliser à une cause qui me tient à cœur, qui est l'exploitation des enfants. Donc, donner l'argent que nous ramassions à une cause et nous la donnions à la IPE pendant toutes ces années-là. Et Roxana, elle venait rencontrer les élèves et elle une femme extraordinaire, vous allez voir pourquoi. Elle parle avec son cœur et les élèves me disaient toujours, Madame, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'était aussi le but de développer l'altruisme. Donc, Roxana, c'était une danseuse de ballet de niveau professionnel qui un jour a fait un séjour en Inde et qui a travaillé dans un orphelinat comme bénévole et ça l'a complètement changé sa vie. Et sa mission de vie qui est d'aider sur le terrain les enfants et les femmes à travers le monde s'est concrétisée et depuis 20 ans, bon, elle a donc qui s'appelle Aide internationale pour l'enfance, AIPE. J'ai le privilège d'être sur le conseil d'administration de cet organisme-là depuis plusieurs années, de travailler étroitement avec Roxana. Elle a gagné quelques médailles. Elle a même déjà parlé à l'ONU. Donc, excusez, mais on n'a pas n'importe qui sur cette partie de l'élite. Alors, je vais vous laisser, je lui ai dit, garde, juste parle avec ton cœur, donne des exemples de ce que tu fais. Et donc, je lui laisse la parole. Merci, Lynn. Est-ce que vous m'entendez toutes bien? Oui. Merci beaucoup, Lynn, pour ton invitation. Merci à vous toutes aussi pour votre écoute. J'ai écouté vos témoignages et j'ai trouvé ça super beau et super inspirant de voir des femmes comme vous. Je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente. Je vais essayer de faire ça vite. Malheureusement, j'ai une pneumonie depuis 3 jours, donc je ne peux pas parler très très fort, je ne peux pas parler beaucoup. Donc si vous ne m'entendez pas, juste me faire signe. Et, bon, comme l'a dit Lynn, j'ai travaillé. Moi, je suis originaire du Bangladesh, j'ai grandi en France. Alors, je ne connaissais rien du pays des tiers-monde. Je suis partie, je travaillais dans une banque. Je gagnais très bien ma vie. Mais je ne me sentais pas du tout à ma place. Moi, la situation des enfants qui souffraient dans le monde était extrêmement importante pour moi et je voulais savoir si c'était ma mission ou pas. J'ai voulu me tester. Je suis partie dans un orphelinat dans le sud de l'Inde où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, où le minimum, il faisait 48 degrés. Ça m'a complètement bouleversée et j'ai eu une révélation, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai décidé de fonder ma propre ONG. Alors évidemment, tout le monde me demande, mais pourquoi tu as décidé de fonder ta propre ONG? J'ai quitté l'école en France en 4e, ce qui fait à peu près le secondaire 3, donc j'avais pas beaucoup d'éducation, j'avais pas de contact, j'avais pas d'argent, j'étais toute seule à Montréal et j'ai voulu fonder mon ONG. Je savais même pas ce que c'était qu'un conseil d'administration. Et il n'y avait pas Internet à l'époque. Alors, je suis allée à la bibliothèque et je me suis renseignée et ça m'a pris en fait. J'ai entendu une personne, je me souviens plus, excusez-moi de vos prénoms, mais j'ai entendu quelqu'un qui a dit que ça lui avait pris 1 an pour vraiment se mettre dans le mood d'Arbonne et dans l'énergie d'Arbonne. Moi, ça m'a pris 5 ans pour fonder l'AIPE parce que je n'avais aucune connaissance
et très peu de crédibilité. Malheureusement, j'ai eu des super mentors. Le premier projet que j'ai ouvert, je l'ai ouvert en Inde, dans le sud de l'Inde. On avait seulement que 10 000 $ dans le compte en banque. Et on a travaillé avec des villages de pêcheurs qui sont extrêmement pauvres. Les enfants travaillaient dans des carrières de pierre. La plupart des garçons travaillaient dans des carrières de pierre où ils devaient soulever des pierres très lourdes toute la journée, pratiquement 10 heures par jour. Et ils devaient faire 3 km à pied pour redescendre de la carrière, pour revenir dans leur village. Ils devaient le matin refaire 3 km à pied pour se rendre à la carrière. Ils mangeaient juste un bol de riz. On a sauvé des petites filles. Je dis sauver, c'est pas vraiment un mot que j'aime dans la coopération internationale parce que ça ne se dit pas. Mais disons qu'on va dire on a aidé des petites filles qui travaillaient dans des usines à crevettes. Donc elles vivaient dans l'usine. Elles ne voyaient jamais leurs parents, elles rentraient jamais dans leur village. Elles travaillaient avec des produits chimiques qui sont extrêmement dangereux. L'espérance de vie de ces jeunes filles-là qui avaient à l'époque 7-8 ans n'atteignait jamais 18 ans à cause des produits chimiques qu'elles manipulaient. On a travaillé avec des petites filles qui étaient esclaves domestiques, donc vraiment très jeunes, 6-7 ans. Alors, esclaves domestiques, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est déjà des petites filles qui font déjà à leur âge le ménage, la cuisine, qui s'occupent des petits-enfants, qui vont faire plusieurs kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau, au puits, faire préparer le feu. Et on est vraiment notre cheval de bataille à la IPE, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens comme Lynn embarquent, c'est que notre cheval de bataille, c'est l'éducation des enfants. On a pris ces enfants et on les a éduqués. Alors l'éducation, c'est pas juste l'éducation, savoir écrire et compter. Hein. Quand on travaille avec des enfants qui ont vécu de tels problèmes, c'est surtout la confiance en soi, l'estime de soi. Évidemment, l'éducation de base. J'allais souvent en Inde, j'ai vécu là-bas, j'ai vécu dans mon sang pour quelques mois. Et j'ai posé une question aux enfants. J'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle est... J'ai posé une question très bête aux enfants, une question qu'on pose à nos enfants, nous ici en Occident, c'est, vous savez, quand ils ont 10-11 ans, comme les filles, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et les enfants m'ont regardé avec des yeux de genre, mais de quoi elle parle? Plus tard. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas quoi répondre, parce que la seule chose qu'ils connaissaient comme métier, c'était ce que eux faisaient, et ce que leurs parents faisaient, mais surtout parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit de choisir ce qu'ils allaient faire plus tard. Ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit de choisir. En fait, l'éducation, ce que ça fait, c'est que ça ouvre des fenêtres sur l'avenir. Ça leur a ouvert des horizons sur eux-mêmes. Ils ont appris à se connaître, appris à se faire confiance, appris à développer les compétences. Et on est assez fiers parce que parmi tous ces enfants dont je vous ai cités, on a déjà 2 ingénieurs, 2 filles qui travaillaient dans des usines à crevettes à l'âge de 12 ans. Elles ont 22 ans maintenant et elles sont ingénieures. Elles gagnent super bien leur vie. On a des garçons qui travaillent comme administrateurs. On a aussi des enfants qui travaillent comme mécaniciens, comme électriciens, comme chauffeurs de taxi. On a plusieurs jeunes filles qui travaillent dans des hôpitaux comme infirmières. Donc c'est des petites différences, c'est des lumières qu'on allume. Voilà, c'est ça en fait. C'est des lumières qu'on allume. Et c'est merveilleux. On fait aussi beaucoup d'éducation. Notre cheval de bataille, c'est beaucoup l'égalité des sexes. Alors, vous savez qu'en Inde, les petites filles sont souvent mariées très jeunes. Alors, ce qu'on appelle le mariage précoce. Personnellement, je suis allée souvent dans les villages de pêcheurs parler avec les parents pour annuler les mariages des petites filles qui avaient 11 ans, 12 ans.
Et ça a pris, je vous dirais, bon, évidemment, quand on éduque les parents, parce que notre association n'éduque pas seulement les enfants, c'est vraiment important de le savoir. On ne travaille pas qu'avec les enfants. Il ne faut pas travailler qu'avec les enfants. Il faut travailler avec les parents. Il faut donner aux parents les moyens et les outils d'éduquer et d'accompagner leurs enfants. Parce que c'est pas vrai que les parents envoient leurs enfants travailler parce qu'ils les aiment pas ou parce qu'ils sont négligents. C'est faux. Les parents envoient leurs enfants travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, pas parce qu'ils les aiment pas. Donc on a fait énormément d'éducation sur le mariage précoce. On a annulé beaucoup de mariages. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que depuis, ça nous a pris 5 ans. 5 ans pour que ça soit des hommes, des pères de famille, qui aillent dans les autres villages pour interdire le mariage précoce. Donc, quand je parle d'égalité des sexes, moi, je suis féministe, mais j'inclus les hommes dans le combat de l'égalité avec les hommes et les femmes. Il faut inclure les hommes. Il ne faut pas les renier. On a besoin des hommes. Ils sont là. Quand j'ai demandé aux hommes pourquoi c'était eux qui allaient dans les autres, parce que moi, naïvement, je pensais que ça serait les femmes, je pensais que ça aurait été les mères qui seraient allées dans les autres villages. Mais ils m'ont dit, on ne peut pas envoyer nos femmes. Elles vont se faire violer, elles vont se faire battre. C'est à nous de le faire. C'est à nous de se battre pour nos filles. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique et ça a pris, vous savez, pour aider les communautés à changer de vision, ça prend énormément de temps. Donc, ce que vous vivez avec Arbonne, je ne connais pas Arbonne encore, mais ce que je pense que ce que je vous vivez avec Arbonne, c'est aussi l'expérience de la patience, l'endurance, la persévérance et la foi. Moi, je vous dis, ça a pris 5 ans minimum pour faire en sorte que des hommes aillent défendre le mariage précoce. Ça a pris 10 ans, 12 ans, 15 ans, voire, pour qu'un enfant puisse trouver un travail décent. Il y a très peu de bailleurs de fonds qui nous ont soutenus là-dedans. Parce que les bailleurs de fonds, ils veulent des résultats tout de suite. Aider un enfant pendant 15 ans, ça ne se fait pas. Et bien, nous, on l'a fait à la IPE. Parce que pour moi, c'est un enfant à la fois. Comme pour vous, ça sera, je ne sais pas moi, un client, une cliente à la fois. Je ne sais pas comment vous les appelez. Mais ça sera une personne, un contact à la fois qui va vous ouvrir 10 000 portes. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on fait énormément de microcrédits. On aide beaucoup, beaucoup les femmes. Parce que dans ces pays-là, malheureusement, les personnes qui sont responsables des enfants, c'est les femmes. Alors, le microcrédit, c'est si vous cherchez des petits projets, et ben voilà, avec 200 euros, donc, non, excusez-moi, avec 200 dollars canadiens, on peut changer la vie d'une femme, réellement. Par contre, moi, j'ai fait une conférence aux Nations Unies. J'ai été invitée pour faire une conférence sur le microcrédit pour les femmes marginalisées parce que la façon dont l'AIPE fait le microcrédit est très différente de la majorité des organismes. On fait du microcrédit à très petite échelle. On fait du microcrédit d'abord en éduquant les femmes, en faisant un peu ce que fait Pôle emploi. Je ne sais pas si vous avez connu Pôle emploi. Non, il n'y a pas Pôle emploi en France, mais c'est à peu près pareil au Québec. On vous demande ce que vous voulez faire, vos compétences, vos désirs. Bon, ben, nous, on fait un petit peu la même chose. On voit ce que la femme a fait dans sa vie. On voit un peu ses compétences. On regarde surtout ce qu'elle a envie de faire et on l'éduque. Mais on ne fait pas que ça. On regarde l'environnement de la femme. Parce que c'est très important dans ces pays-là. Il faut voir si le mari est d'accord. Si le mari n'est pas d'accord, il faut éduquer le mari. Si la belle-mère n'est pas d'accord, parce que des fois les maris partent loin pour aller pêcher. Et c'est les belles-mères qui gèrent les maisons. Nous, on a eu des femmes qui n'ont pas pu assister à des meetings parce que les belles-mères les empêchaient de sortir de la maison. Donc, il faut s'assurer que la famille de la femme supporte psychologiquement et émotionnellement le projet de la femme qu'on va aider. Donc, c'est juste 200 euros
mais c'est énormément de travail pour un travailleur social. C'est nous qui payons le salaire des travailleurs. On a 2 travailleurs sociaux. C'est nous qui payons leur salaire parce qu'il faut accompagner ces femmes au quotidien. Et quand je vous dis au quotidien, c'est vraiment au quotidien. Et on n'est pas une banque. Je sais que celui qui a lancé le microcrédit est un monsieur du Bangladesh, mais lui, c'est un banquier. Nous, on n'est pas une banque. On ne fait pas d'intérêt. Parce que d'abord, c'est impossible pour elles, pour rembourser. C'est leur mettre une pression incroyable et c'est de les remettre dans le système de l'exploitation. Parce qu'elles vont réemprunter juste pour rembourser leurs dettes. Donc, on prête 200 €, elles font leur business, elles remboursent, c'est mis dans un pot commun, où on a à peu près 3 groupes de 200 femmes. Et après, quand les femmes ont besoin d'emprunter, elles réempruntent dans ce pot commun, ce qui fait que ça crée aussi un sentiment de solidarité. Alors, bon, évidemment, c'est des super beaux exemples en microcrédit parce que c'est, comme je vous dis, c'est des tout petits projets et c'est des femmes que je connais très bien. Et je vais vous parler de la maman de Totama. Totama était une petite fille qui travaillait dans une usine à crevettes, qui est devenue infirmière. Sa maman travaillait dans des carrières de pierre. Les femmes qui travaillent dans des carrières de pierre sont obligées de déménager à chaque fois. Parce que quand une fois que la carrière est fermée, elles sont obligées, elles n'ont pas de maison. Donc elles vivent dans la carrière de pierre. Elles se font violer systématiquement. Elles se font... bref, c'est horrible leur vie. Et la mère de Totama avait une deuxième petite fille qui était élevée par sa grand-mère. Ça nous a pris 3 ans à convaincre la mère de Totama qu'elle avait le potentiel de créer son propre business. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle se sous-estimait tellement. On l'avait tellement violée. On l'avait tellement... je ne trouve pas le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. On l'avait tellement mis sous terre qu'elle ne pensait pas qu'elle avait des compétences. Ça nous a pris 3 ans pour lui en parler, pour lui faire sortir ses compétences. Mais finalement, elle est très contente. Elle a ouvert un tout petit magasin. Alors, on a commencé par un petit magasin en Inde, dans un village. C'est une table, hein, c'est une planche de bois tenue